Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. En fait, c'est la première capsule dans le cadre de ce cours. Aujourd'hui, on parle donc du dossier 1 qui porte sur les molécules et les solutions. Laissez-moi tout d'abord vous parler de l'atome et de l'atome plus spécifiquement du modèle atomique simplifié. L'atome possède trois particules. La première particule qui nous intéresse, c'est le proton. Le proton, c'est des charges positives qui sont situées dans le noyau. Évidemment, des charges positives, ça veut se repousser et notre noyau est excessivement dense. Donc, ça va nous prendre un élément stabilisateur à l'intérieur du noyau et cet élément, dis-je, seront les neutrons, qui sont neutres et qui sont évidemment situés dans le noyau. La troisième et dernière particule qui nous intéresse ici, c'est les électrons. Donc, les électrons, ce sont des charges négatives et qui vont graviter, autrement dit, qui vont tourner sur des couches électroniques très précises et qui sont situées autour de l'atome. Évidemment, il y a une grande distance qui sépare le noyau très dense des couches électroniques. Donc, il y a énormément de vide dans l'atome. Évidemment, chaque atome va être différent. Donc ici, vous avez un atome de fer, mais chaque atome va former une petite case. Donc chaque élément différent va former une petite case dans le tableau périodique. Donc laissez-moi juste vous parler de l'information que contient chacune des petites cases. Première information, on nous donne le numéro atomique, donc le 26 en ce qui concerne le fer. Donc ça correspond au nombre de protons. Et pour l'instant, ça va correspondre aussi au nombre d'électrons. Ce ne sera pas toujours le cas parce qu'on va éventuellement en former des ions, donc des atomes chargés. Mais pour l'instant, le nombre de protons et le nombre d'électrons, c'est le numéro atomique. Ensuite, on a le symbole chimique. Et là, laissez-moi m'arrêter une seconde parce que je vois toutes sortes de choses. En fait, au niveau des symboles chimiques, la première lettre est toujours en majuscule et les suivantes, donc la deuxième et dans certains cas la troisième lettre, sont en minuscule. Pourquoi on procède comme ça? En fait, c'est très simple, c'est juste pour éviter la confusion. Par exemple, le cobalt c'est CO. Un C majuscule et un O minuscule. Si je regarde le monoxyde de carbone, c'est CO. C majuscule et O majuscule, composé de carbone et d'oxygène. Donc, pour éviter la confusion entre le cobalt et le monoxyde de carbone, eh bien, on utilise une première lettre majuscule et une deuxième lettre minuscule. Finalement, le dernier chiffre qui est donné, eh bien, c'est la masse atomique. La masse atomique, en fait, une unité atomique correspond à 1,66 x 10 à la 24 grammes. Donc, on s'entend que c'est pas très lourd. Ce chiffre-là correspond au nombre de protons plus le nombre de neutrons. En fait, très exactement, il correspond à la masse de l'atome. Donc, théoriquement, on devrait aussi considérer les électrons. Seulement, les électrons sont hyper légers. Donc, de rajouter un électron à un atome, c'est à peu près l'équivalent de vous rajouter un poil de sourcil. Ça balance, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on considère que la masse atomique correspond au nombre de protons plus au nombre de neutrons, parce que les protons et les neutrons ont à peu près la même masse. Maintenant, laissez-moi vous parler du tableau périodique. Le tableau périodique des éléments, c'est le tableau qui a l'ensemble des éléments répertoriés et il n'est pas placé de façon anodine. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus tard les familles et les périodes, mais avant, laissez-moi vous parler des trois principaux regroupements du tableau périodique. Le premier, ce sont les métaux. Les métaux, ce sont des éléments qui sont des conducteurs thermiques, des conducteurs électriques. Ils possèdent un éclat métallique et ils sont malléables et ductiles, ce qui veut dire qu'on peut les plier sans les briser. On peut en faire des feuilles et on peut en faire des fils. Les non-métaux, en fait, c'est exactement le contraire. Et là, avant de vous parler des caractéristiques des non-métaux, je vais attirer votre attention sur l'hydrogène. L'hydrogène est un élément particulier parce qu'il a sa famille bien à lui et parce qu'il est un non-métaux alors qu'il se trouve du côté des métaux. On va voir un petit peu plus tard la raison pourquoi. Donc, les non-métaux, ce sont des mauvais conducteurs thermiques, mauvais conducteurs électriques. La plupart des éléments sont gazeux, mais quand ils sont solides, ils sont friables. Donc, on va pouvoir les briser. On ne pourra pas en faire des fils, des feuilles, on ne pourra pas les plier. Et la dernière
catégorie, ce sont les métalloïdes. En fait, c'est ceux qu'on n'est pas capable de classer. Donc, ceux qui possèdent des éléments, des métaux et des non-métaux. Et là, je m'arrête une seconde parce que tout dépendamment de la maison d'édition, ça se peut que votre liste des métalloïdes change un petit peu. Mais par contre, dans le cadre de ce cours, c'est la liste qu'on va utiliser. Et si vous connaissez bien votre hockey, vous allez être capable de déterminer avec un petit truc mnémotechnique très simple qui sont les métalloïdes. Donc, évidemment, ce sont des éléments qui sont placés de part et d'autre de la fameuse ligne escalier à droite de votre tableau périodique, mais j'ai un truc encore plus efficace que ça. En fait, si vous connaissez bien Andrei Markov, ancien joueur du Canadien de Montréal, vous allez vous souvenir de son numéro 60 19 points. Bon, le point n'a pas rapport, mais c'est juste pour ne pas oublier la stat. Donc, autrement dit, c'est un petit truc mnémotechnique qui va vous permettre de retenir les éléments qui sont les métalloïdes à l'intérieur de votre tableau périodique. Évidemment, pourquoi on parle de périodique? En fait, pourquoi on parle de période? C'est simplement que quand on met les éléments en ordre, on se rend compte qu'il y a certaines propriétés qui vont revenir périodiquement. Et si on regroupe les éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques, on se rend compte que ce sont les colonnes du tableau périodique. Autrement dit, les lignes verticales. Donc, les différentes familles du tableau périodique, vous les voyez, ce sont vraiment les colonnes. Et comme je vous ai déjà dit, ce sont des éléments qui possèdent les mêmes propriétés chimiques. Je porte encore votre attention sur notre ami l'hydrogène. Je vous ai dit qu'il était un peu rejet de son côté. Il est seul, il n'y a aucun autre élément qui réagit comme lui. Donc, il est seul dans sa famille. Ce n'est donc pas un alcalin dans la première famille. Au niveau des périodes, les périodes, ce sont les lignes du tableau périodique et donc, ce sont des éléments qui, dans le fond, ce sont des regroupements qui vont avoir un élément de chaque famille. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une famille chimique qui est très importante à l'intérieur du tableau périodique pour comprendre la suite des choses. Et cette famille-là, ce sont les gaz inertes. Pourquoi ce sont une famille très importante? En fait, c'est qu'ils sont vraiment pas réactifs, ils sont très stables chimiquement. Et pourquoi ils ne veulent pas réagir, en fait, c'est parce qu'ils ont l'ensemble de leurs couches électroniques qui sont remplies d'électrons. Et donc, ils vont avoir une certaine stabilité et tous les éléments vont vouloir avoir cette stabilité. Ce qui veut dire que, contrairement aux êtres humains, tous les éléments du tableau périodique veulent être cool et que pour être cool, ils doivent avoir leur couche pleine. Maintenant, si on parle de différents éléments du tableau périodique et qu'on repère quelle information nous donne l'emplacement de l'atome dans le tableau périodique. Eh bien, si je regarde par exemple le sodium, je sais qu'il possède 11 protons et 11 électrons. Je sais aussi qu'il possède une configuration 2-8-1. Pourquoi? Parce que la première couche électronique se remplit à 2 électrons, la deuxième couche électronique se remplit à 8 électrons, donc il reste seulement un électron sur la dernière couche. Donc, je remarque qu'il possède 3 couches électroniques et 1 électron sur sa dernière couche. Si je regarde au niveau du lithium maintenant, mon lithium possède 3 protons, dis-je, et 3 électrons sous une configuration électronique 2-1. Donc 2 électrons sur la première couche et il en reste juste un à mettre sur l'autre. Il possède donc 2 couches électroniques et 1 électron sur la dernière couche. On a 2 éléments qui possèdent 1 électron sur la dernière couche et qui se retrouvent dans la première famille. Eh bien, je pense qu'on vient de trouver un des éléments importants. Donc, le numéro de la famille, ça va être le nombre d'électrons que je possède sur ma dernière couche électronique. Maintenant, si je regarde un élément qui serait vis-à-vis le lithium, mais un peu plus loin. Donc, on serait capable d'évaluer qu'est-ce que ça donne d'être sur la deuxième période. Donc, l'information que nous donne la période, autrement dit. Donc, si je regarde le fluor possède 9 protons et 10 électrons. Je dois mettre 2 électrons sur la première couche, ce qui donne un total de 7 électrons sur la deuxième couche. Donc, j'ai donc 2 couches électroniques. Je suis dans la deuxième ligne comme le lithium. Donc, on a encore quelque chose d'intéressant qui se passe là. C'est le nombre de couches électroniques qui nous donnera le numéro de la période. À préciser aussi qu'il possède 7 électrons. Elle est dans la 7e famille si on néglige les éléments de transition.
Donc, si je place tout ça et je fais juste un petit récapitulatif pour qu'on soit capable de travailler avec tout ça, le numéro de la famille nous donne le nombre d'électrons de valence ou le nombre d'électrons sur la dernière couche électronique si vous préférez. Donc, vous voyez l'hydrogène, le sodium, le lithium et compagnie. Et vous voyez l'ensemble des éléments. Dans ce cas-ci, je les ai faits jusqu'à l'élément 18 qui est l'argon. Le numéro de la période, donc le numéro de la ligne horizontale, va nous donner le nombre de couches électroniques. Petite précision pour les autres. Donc, je vais commencer par parler des gris pâles. En fait, ce que j'ai dit fonctionne. Donc, autrement dit, l'endroit où est-ce que je vais le placer va me donner le nombre d'électrons de valence et le nombre de couches électroniques. Par contre, si je veux en faire la configuration exacte, donc si je veux placer chacun des électrons, vous allez vous rendre compte qu'on a un petit problème. On va avoir trop d'électrons en fait. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail dans le cours de cette vidéo. Vous allez voir ça quand vous allez voir les orbitales au cégep. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que l'avant-dernière couche électronique peut prendre plus d'électrons. Mais je n'irai pas plus loin que simplement vous teaser un peu comme ça en vous disant ceci. En ce qui concerne les éléments de transition, donc c'est des éléments aussi qu'on va voir plus tard, qu'on ne verra pas dans le cadre du cours de sciences de 4e secondaire. Mais dites-vous bien que, encore une fois, ce sont l'avant-dernière couche qui vont venir, sur lesquelles vont venir s'ajouter certains électrons. Une chose est sûre, pour chacun des éléments, je dois avoir la dernière couche qui est pleine pour pouvoir atteindre une stabilité électronique et donc une stabilité chimique. Donc, regardons comment ça va se passer. Donc, comment je vais pouvoir m'organiser pour avoir une dernière couche pleine quand ma dernière couche ne l'est pas. Donc, si je regarde le lithium, je vous l'ai dit tantôt, il possède 3 protons et 3 électrons. Donc, c'est la configuration électronique que vous voyez présentement. Pour lui, la deuxième couche se remplit à 8 électrons. Donc, il devrait aller chercher 7 électrons d'autres atomes. C'est hyper compliqué pour lui d'aller chercher 7 électrons. Donc, qu'est-ce qui va être plus facile pour lui? Eh bien, ça va être beaucoup plus facile de perdre un électron. Donc, cet électron-là va disparaître et à ce moment-là, je vais me retrouver à avoir la première couche électronique qui est pleine et la deuxième qui ne possède plus d'électrons. Donc, j'ai ma couche pleine. Dans ce cas-là, ça va donc me donner un total de 3 protons et de 2 électrons. Je vais avoir un proton de plus, ce qui va me donner une charge de plus 1, puisque les protons sont positifs. Maintenant, si je regarde le fluor, donc complètement à l'autre bout du tableau périodique, on a vu ma configuration électronique tantôt, donc j'ai une configuration de 2, 7. Donc, autrement dit, 2 électrons sur la première couche et 7 électrons sur la deuxième. Eh bien, on voit facilement ici que c'est beaucoup plus facile pour le fluor d'aller chercher un électron que de perdre 7 électrons. Donc, en allant chercher un électron d'un autre élément du tableau périodique, à ce moment-là, il va avoir une configuration électronique de 2, 8, ce qui veut dire que l'ensemble de ces couches sont pleines. Donc, à ce moment-là, je me retrouve à avoir un atome plus stable. Évidemment, il va se retrouver à avoir 10 électrons et 9 protons, donc il y a un électron de trop, et les électrons étant négatifs, eh bien, je vais avoir une charge de moins 1. Si je regarde encore une fois la vue d'ensemble de tout ça, eh bien, je vais me retrouver à avoir évidemment mes gaz nobles qui ne veulent pas réagir. Les éléments que vous voyez en vert, ce sont des éléments qui vont avoir tendance à donner des électrons et donc à avoir plus de protons que d'électrons et donc à développer une charge positive. Alors que les éléments que vous voyez en rouge, ce sont des éléments qui vont avoir tendance à gagner des électrons et donc à acquérir une charge négative. Les éléments qui sont entre les deux maintenant, ceux qui sont en jaune, bien, ils sont un peu particuliers, en fait. Parce que si vous regardez l'hydrogène, et c'est ce que je vous disais tantôt, l'hydrogène peut autant perdre ou gagner un électron. S'il perd un électron, il va être heureux, ses couches électroniques sont tous vides. Ou s'il gagne un électron, il va être heureux aussi, sa couche électronique va être pleine. C'est la même chose pour les atomes de la famille 4. Évidemment, c'est la même chose, mais à une moindre mesure, parce que c'est 4 électrons qui doivent échanger, donc c'est plus difficile. Mais pour eux, de gagner 4 électrons ou de perdre 4 électrons, ben, c'est un peu le même principe. Okay? Donc, ce sont des éléments
qui vont être un petit peu particuliers parce que ça va dépendre avec qui ils vont se pairer. Soit dit en passant, les éléments de la famille 4 vont généralement faire ce qu'on appelle des liens covalents, ce qui veut dire que ça va être des partages d'électrons qu'on va voir beaucoup plus tard, donc on ne voit pas ça maintenant. Dernier petit élément à l'intérieur de ce chapitre, c'est ce qui concerne les électrolytes, donc la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. Donc ici, si je mets du sel, en mettant du sel, la solution ne conduit pas le courant. Par contre, si je rajoute de l'eau à mon sel et que je dissous tout ça, eh bien là, je vais pouvoir conduire le courant. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ma solution, je vais avoir des ions Na+, et des ions Cl-. Et ce sont ces charges-là qui vont permettre de conduire le courant électrique. L'histoire, par contre, c'est que il n'y a pas juste les sels qui peuvent conduire le courant. Il y a deux autres types de solutions. En fait, ce sont des solutions qui vont également libérer des ions. Je dois avoir des ions pour pouvoir conduire le courant. Donc, ça va également conduire des ions, mais les ions vont être un peu différents. Ça va être des ions H+, OH-. H+ pour les acides et OH- pour les bases. Donc, vous avez les trois types de solutions électrolytes que vous voyez ici. Les acides, les sels et les bases. Ce que je remarque, c'est si je plonge des papiers tournesol à l'intérieur de la solution acide, eh bien mes deux papiers vont devenir rouges. Si je plonge mes deux papiers dans le sel, je n'aurai aucune modification. Et si je plonge mes deux papiers tournesol dans la solution basique, eh bien je vais avoir les deux papiers qui vont devenir bleus, bleu base, BB, bleu base. OK? Donc, les acides, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je vous ai dit tantôt, ils vont libérer des ions H+ en solution. Donc, ça va être des ions H+ unis avec autre chose. Donc, soit un non-métal ou un ion polyatomique. Si je parle des bases, une base libère des ions OH- en solution. Et si je parle des sels, ça libère des ions. Je dois avoir des ions pour conduire le courant, je vous rappelle. Donc, ça libère des ions, mais autres que H+ et OH-. Ça me donne donc cette échelle de pH. Donc, quand on parle de pH, on sait que les pH qui sont en bas de 7 sont des pH acides et les pH qui sont au-dessus de 7 sont des pH basiques et le pH de 7 est un pH neutre. Donc, ce ne sera pas seulement les sels qui vont avoir un pH 7, mais si je conduis le courant, et que j'ai un pH de 7, à ce moment-là, j'ai un sel. Mais évidemment, de l'eau sucrée va avoir un pH 7. De l'alcool va avoir un pH 7. Donc, ce n'est pas seulement les sels qui vont avoir un pH 7. Par contre, les deux autres solutions que je vous ai présentées, donc l'eau sucrée et l'alcool, ne conduisent pas le courant électrique. Et c'est comme ça que je vais être capable de distinguer les sels des autres solutions. Si je vais évaluer le pH, ce que je sais, c'est que ça va être, donc d'un pH à l'autre, je vais avoir une différence de 10. Autrement dit, une solution de pH 2 est 10 fois plus acide qu'une solution de pH 3. Pourquoi? Parce que le P du pH veut dire puissance. Donc, autrement dit, ou potentiel si vous préférez, mais l'idée, c'est que je vais avoir une différence de 10 entre deux échelles de pH. Finalement, je vous précise juste un petit élément, ce ne sont pas tous les indicateurs de pH qui changent à 7. Donc, ce ne sont pas tous les indicateurs qui vont indiquer qui est acide et qui est basique. Par contre, ça peut être vraiment pratique d'avoir des indicateurs qui vont changer à d'autres pH que pH 7. Donc, à ce moment-là, on va être capable de déterminer plus facilement le pH d'une solution. Donc, vous avez ici deux exemples d'autres indicateurs où vous voyez que ce n'est pas nécessairement de rouge à bleu et que ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle un point de virage. Donc, le point de virage, c'est l'endroit où est-ce que je vais changer de couleur. Eh bien, ce point de virage-là n'est pas nécessairement à 7. Il peut être à un autre pH dans certains cas. Ne manquez pas les deux autres capsules qui sont intéressantes dans le cadre de ce chapitre. Donc, le premier étant l'exemple de calcul en ce qui concerne les dissolutions et dilutions, et le deuxième, donc la capsule qui va parler de dissolution et de dilution en laboratoire avec Madame Chani.
Je vous laisse donc là-dessus, c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.